Allez, on commence par ça, il y en a, visiblement, qui avaient mal compris. Parce que ouais, vous le savez, depuis la semaine dernière, j'anime la chaîne Twitch du crossover. Mais c'est pas pour ça que je vais me barrer de YouTube, je suis toujours là, avec vous, pour au moins une vidéo par semaine, le samedi. Cette chaîne, c'est mon petit projet kiff, je ne vais pas vous l'abandonner, je ne vais pas vous abandonner non plus, ne vous inquiétez absolument pas pour ça. Vraiment, faites-moi confiance, et donc voilà, vu que ça faisait longtemps, aujourd'hui, j'ai eu très envie de partir en mode coast to coast. Et là on pourrait dire fin de saison, donc je vais parler des playoffs. Mais non, pas cette fois-ci, de toute façon j'ai l'impression qu'on fait ça déjà partout ailleurs. De mon côté sur cette chaîne, en tout cas en ce moment, j'ai plutôt envie de m'intéresser à la reconstruction ou à la construction d'équipes aujourd'hui éliminées et qui pourraient être intéressantes à suivre. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire à la fin de la vidéo si ça vous plaît ou pas, ce nouveau format, car clairement je suis chaud pour vous faire toute une série avec tout plein d'équipes, ça m'intéresse de ouf. Mais ouais, faut pas oublier que là, même si on a 16 équipes qui sont qualifiées pour les playoffs, on en a aussi 14 qui sont éliminées. Il y en a qui ont de l'avenir, d'autres moins, mais je pense que toutes peuvent être très intéressantes à aborder. Pour moi, il y a des teams qui doivent tout péter, d'autres qui doivent juste être patientes, et d'autres encore qui sont sur la bonne voie et qui ont surtout besoin de quelques ajustements pour progresser. Non, en vrai, je trouve qu'il y a tout plein de choses intéressantes à dire sur ces teams, alors que souvent, en cette période, elles passent complètement à la trappe. Et pour commencer cette série, vous imaginez bien que j'ai eu envie de parler des Spurs un petit peu, parce qu'en ce moment, clairement, la question est sur toutes les lèvres. Comment va être entouré Victor Wembanyama à San Antonio la saison prochaine? Alors aujourd'hui, je prends mon costume de GM de pacotille et je vais essayer d'imaginer ce qu'il est possible de faire ou non dans le Texas pour la campagne 2024-2025. Mais avant de commencer, vous le savez, chaque année, c'est la tradition, au moment du début des playoffs, le NBA League Pass casse complètement ses prix. Et forcément, c'est juste parfait, on arrive au meilleur moment de la saison, et pour seulement 18 balles, bah vous avez tout. Les playoffs, faut vous rendre compte de la dinguerie, c'est 16 équipes qui vont faire des séries au meilleur des 7. C'est entre 60 et 102 matchs au total, que vous pourrez mater en direct bien sûr, mais aussi en différé. Ouais, t'as capté, en gros, ça te coûte 18 centimes le match. Alors si t'es fan de NBA, en vrai, c'est l'occasion à ne pas rater. Puis faut vous en rendre compte, à chaque clic que vous ferez sur mon Smart Link, ça apportera un soutien direct à la chaîne. Alors maintenant, tu sais quoi faire si tu veux kiffer et soutenir mes projets, le lien est dans la descro. Régale-toi. Et puis c'est ce que je disais, vu que de toute façon, avec le League Pass, vous saurez absolument tout sur les équipes qui participent aux playoffs, autant parler entre nous de celles qui n'y seront pas aujourd'hui. Donc direction San Antonio à partir de maintenant pour voir un petit peu comment on peut l'imaginer ce futur. Et forcément, quand on parle futur et Spurs, le premier nom qui vient à la bouche, c'est évidemment celui de Victor Wembanyama. Le français au moment de sa draft était présenté comme le meilleur prospect depuis LeBron James, et sur sa saison rookie, malgré des attentes qui déjà semblaient irréalistes ou presque, je n'ai pas peur de dire qu'il a fait sûrement encore mieux que prévu. Alors que les Spurs reconstruisaient tranquillement depuis le départ de Dejounte Murray, aujourd'hui l'équipe texane a dans les mains un potentiel futur joueur générationnel qui pourrait très vite accélérer les plans du front office. Aujourd'hui je ne vais pas du tout parler de ses meilleures qualités à Victor, ou encore des points qu'il pourrait améliorer, j'ai l'impression qu'on les a déjà évoqués 1000 fois sur cette chaîne. Cependant j'ai tout de même envie de préciser que tout au long de la saison je l'ai vu progresser, et sur les derniers mois là, sa façon de prendre son équipe sur son dos avec des minutes de moins en moins limité pour aller chercher des victoires face à des équipes qui aujourd'hui participent aux playoffs, j'ai trouvé ça très impressionnant. Alors ok, ça n'a pas empêché les Spurs de finir avant-dernier de la conférence Ouest, mais peu importe, pour moi, cette saison, Victor Wembanyama en tant que rookie a envoyé un gros message à toute la ligue. Le joueur semble posséder tout le potentiel pour devenir rapidement l'un des visages de la NBA, et évidemment que ça donne envie de le voir évoluer dans les meilleures conditions possibles pour réussir. Quand même un Adrian Wojnarowski avance que d'ici 3 ans il peut être le meilleur joueur de la NBA en attaque comme en défense, ça donne envie qu'il y ait un minimum d'ambition collective autour de lui quand même. Les Spurs ont beau dire que dans leur développement, ils ne sauteraient aucune étape, attention tout de même à ne pas non plus être trop conservateur et à louper le train. Parce que oui, pour moi, à San Antonio, maintenant il faut directement s'inquiéter pour la suite, déjà. Ok, Tim Duncan et David Robinson sont devenus des légendes des Spurs en passant toute leur carrière dans l'équipe, mais en vrai, qu'est-ce qui oblige Victor à faire pareil si en contrepartie, les Spurs ne lui offrent pas les conditions adéquates pour gagner? Surtout que là, j'ai l'impression, au vu de ses dernières déclats, que Victor, il a faim, et il va très rapidement falloir lui donner quelque chose à manger. Il a beau être un garçon intelligent, patient, mature, tout ce que vous voulez, il est surtout un compétiteur avant tout. Passer une deuxième saison à prendre des roustes, ça va faire beaucoup et ça va vite le saouler. Franchement, dans ces conditions, je serais les Spurs, je foncerais. Je me dirais qu'il n'y a pas une année supplémentaire à perdre pour construire une équipe potentiellement compétitive. Et c'est peut-être d'ailleurs justement parce que je suis beaucoup trop fonceur que je ne suis pas GM. Sauf que les Spurs, ça reste une équipe particulière, à laquelle je fais confiance, parce qu'elle a souvent su développer ses prospects dans de bonnes conditions. Pop a du savoir-faire, je n'en doute pas, et quoi qu'on en dise, je crois très fort en lui. Les minutes restreintes de Victor,
Victor, ce n'est pas que lui, c'est surtout des ordres qui viennent d'au-dessus. Je suis peut-être pas très objectif, mais c'est un coach, je me dis qu'il a beau être old school, jamais je ne me permettrai de remettre en question ses compétences. Je crois surtout maintenant que l'étincelle, elle doit venir du front office. C'est à eux d'offrir à Pop et Wemby une équipe qui peut être ambitieuse, et je pense qu'il faut au moins poser les bases de ça dès la saison 2 du français. Attention, je dis pas que direct il faut bâtir une super team qui va jouer le titre, tranquille, mais au moins une équipe qui peut permettre à Victor d'ambitionner le play-in jusqu'au dernier match de la saison. Je me dis que ça c'est un minimum. Ouais, étape après étape, et je me dis qu'elle est justement là, la prochaine étape des Spurs. Il faut afficher une progression constante, année après année, palier après palier. Et le truc qui m'inquiète un peu, si je puis dire, c'est que quand Duncan est arrivé aux Spurs, il avait déjà un environnement compétitif autour de lui, avec notamment un David Robinson qui revenait après une saison presque blanche. Direct, ces Spurs-là, ça a fait deuxième tour de playoff, et titre en saison 2 de TD. Puis à la retraite de l'amiral, Parker, Ginobili et compagnie ont permis à la legacy de Duncan de perdurer. En gros, à San Antonio, il y avait déjà une base solide qui peu à peu a été renforcée par la draft. Là, sans faire injure au roster des Spurs, je ne vois pas de base suffisamment solide pour permettre à un rookie ou à un sophomore de posséder dans ce roster, dans cet effectif, des ambitions collectives. À San Antonio donc, Brian Wright va devoir faire des travaux, et le truc c'est que je ne sais pas si c'est vraiment dans la culture de la team. Depuis la Marcus Aldridge et DeMar DeRozan, j'ai pas trop de souvenirs de joueurs de renom qu'ils auraient fait venir les Spurs via un trade ou via la free agency. Et pourtant, à part ces deux-là, pensez à tous ces joueurs potentiels All-Star passés par les Spurs depuis 10-15 ans. Tous ont été acquis via la draft, ou presque. Ouais, la culture de construction des Spurs, c'est la culture de la draft. Mais cet été, j'ai peur justement que la draft ne suffise pas. Quand j'entends certains experts balancer qu'il ne faut pas espérer voir San Antonio en playoff avant 4 ou 5 ans, ça me rend ouf un peu. Je me dis que c'est du temps perdu. Je veux bien entendre qu'à la draft 2025, il y aura un énorme Cooper Flag et que l'associé à Wemby peut faire saliver. Mais au bout d'un moment, stop, je me dis, tu peux pas courir non plus tous les lièvres à la fois. Et à San Antonio, les bases pour construire dès la saison 2, elles me semblent présentes. Alors autant capitaliser dessus tout de suite. Maintenant, vous allez dire, calme-toi, ils sont jeunes, il y a le temps, et je vous comprends. Mais à quelques mois près, ces Spurs présentent aussi la même moyenne d'âge que des équipes comme Orlando ou que comme OKC, qui elles en sont à un autre stade de leur développement. Alors du coup, qui est-ce qu'on garde et qui est-ce qu'on envoie ailleurs chez les Spurs? C'est le moment de mettre ma casquette de GM à 3 cents. Et donc dans l'effectif actuel des Spurs, c'est quoi mes certitudes? À part Wemby, eh bien ça va être simple et concis. Il n'y en a qu'une seule, Jeremy Sohan. Bon, pas le Jeremy Sohan meneur de jeu, non, le Jeremy Sohan poste 4 que je trouve hyper complémentaire défensivement avec Wemby. Alors que l'équipe était complètement désorientée en début de saison, l'intronisation de Trey Jones dans le 5 et la relégation de Zach Collins sur le banc ont fait beaucoup de bien en termes d'équilibre au jeu des Spurs des deux côtés du terrain. C'est à partir de là que Victor a été décalé au poste 5, que Sohan a retrouvé son poste de poste 4, et à partir de là, qu'est-ce que j'ai aimé ce qu'il a montré. Le mec, ça a beau être un sophomore, je le trouve dur, physique, volontaire, agressif, et avec son énergie, il peut être utile sur plein de profils de poste 3-4 là, voire plus, et même embêter les meilleurs, et je trouve qu'avec Victor, la combinaison défensive est parfaite. Les deux là en plus, ils commencent à se connaître et avoir des automatismes. Sohan qui oriente et Victor qui finit le taf en posant un gros contre, c'est une formule qui fonctionne parfaitement. Et puis même en vrai, Sohan c'est plus que juste un mec qui oriente. Dernièrement là par exemple, dans un match face à Utah, je l'ai vu aussi performant pour limiter Markkanen que pour limiter Sexton, c'est fort. Bon après en attaque c'est sûr que c'est pas la folie, ce n'est pas un joueur naturellement adroit, et il n'est pas non plus le facilitateur que Pop espérait voir se développer en début de saison. En revanche, il reste un soldat polyvalent, toujours utile, et qui peut vraiment se spécialiser dans le sale boulot à côté de Victor. J'aime beaucoup. Par contre là, vous allez me dire que dans les incontournables, je ne parle donc pas de Devin Vassell, qui pourtant vient de signer une extension avec les Spurs de 135 millions jusqu'à 2029. Eh bien c'est un choix volontaire, enfin oui et non, je vais vous expliquer. Devin Vassell en vrai c'est une certitude dans ce roster des Spurs, et je pense qu'il est en effet un peu tôt pour imaginer le transférer. Ceci dit, je me dis que quand même il n'est pas non plus totalement intouchable, et que la question peut se poser. Il a beau avoir progressé des deux côtés du terrain et avoir pas mal gagné en maturité en pratiquant un jeu plus propre cette saison, j'en attendais sûrement encore un peu plus de sa part. Bah ouais, Devin Vassell il a déjà 23 ans, et est-ce que je l'imagine devenir potentiellement une option 2 fiable dans le futur? Je ne sais pas. Une option 3, ok, mais je pense que pour être une option 2 dans une équipe compétitive, il pourrait être un petit peu limité. Par contre, je pense que malgré son contrat mirobolant, mais qui finalement deviendra vite banal vu l'évolution des salaires, il pourrait intéresser pas mal de teams ambitieuses, ou moins ambitieuses même. Si envoyer Vassell ailleurs permet d'obtenir en échange un joueur capable d'être une option 2 solide tout de suite, voire même une option 1, je ne dis pas qu'il faut absolument appuyer sur la gâchette sans réfléchir, mais qu'il faut au moins y penser. Une autre option 3, les Spurs pourront en trouver une ailleurs sans souci, je pense. Par contre, un défenseur complémentaire comme les Sohan au poste 4 avec Wembanyama, ce sera forcément plus difficile, je pense, à dénicher. Voilà pourquoi, tout simplement, je pense que Sohan est peut-être un petit peu plus intouchable que Vassell. Donc ouais, pour moi, les certitudes en mode y a aucun monde que ça bouge, c'est Wembanyama et Sohan. Et à partir de ça, maintenant, il va falloir voir comment construire autour. Et forcément, si on est les Spurs à l'heure actuelle, on va d'abord regarder la draft, parce que de ce côté-là, ils sont bien stack. Avec les trades réalisés ces dernières années, ils ont obtenu tout plein de picks du premier tour, du deuxième tour, des picks
pick swap, il y en a dans tous les sens, tous les ans, jusqu'en 2030. Cette année, ils auront même leur propre tour, plus 2 seconds tours de draft. Ils auraient pu avoir 2 premiers tours de plus, mais ça semble quand même compliqué. Pour le choix des Hornets, c'est déjà mort, vu qu'ils seront dans la loterie. Pour le choix de Toronto, on verra, ce sera lié au hasard, vu que celui-ci est protégé top 6. Quoi qu'il en soit, les Spurs, qui ont terminé avec le 5e pire bilan de la saison régulière, au moment de la draft, auront de quoi se renforcer avec leur propre pick, que ce soit en recrutant un joueur qui les intéresse, ou alors en le transférant ailleurs pour obtenir de belles contreparties. Puis t'as tellement d'argent à dépenser ensuite, au moment de la free agency, que tu peux facilement imaginer un plan en plusieurs étapes. La cuvée d'agents libres n'est pas la plus folle de tous les temps, mais les Spurs vont avoir pas mal de fric à dépenser. En plus de Wemby, Sohan et Vassell, seuls Keldon Johnson, Zach Collins, Tre Jones, Malachi Branham, Sidi Sissoko et Blake Wesley possèdent des contrats garantis pour la saison prochaine. En gros, San Antonio fait partie des 6 teams qui auront suffisamment d'argent à dépenser cet été, avec près de 25 millions sous le cap et en plus quelques exceptions qui pourraient tout arranger. Parmi les agents libres à San Antonio, aucun ne me semble indispensable à re-signer, à part peut-être un Osman qui, j'ai trouvé, a apporté de bonnes minutes cette saison. Mais sinon, rien de plus en vrai. Peut-être un Mamukelashvili qui apporte de bonnes rotations à l'intérieur. Mais sinon, j'utiliserai mon cap à de meilleures fins. Donc voilà, la free agency, en plus de la draft, ça fait un deuxième moyen de se renforcer pour les Spurs. Mais à côté de ça, il ne faut pas non plus oublier le marché des transferts. Du coup, ce serait qui les principaux assets chez les Spurs à envoyer ailleurs pour récupérer un joueur qui intéresserait la team? Bon, Devin Vassell, je vais le mettre de côté déjà, parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dans les plans de San Antonio de l'envoyer ailleurs tout de suite. Néanmoins, à côté de ça, il y a quand même toujours pas mal de noms qui pourraient faire le job dans un gros package, et potentiellement séduire pas mal de teams. Et parmi eux, pour moi, le premier nom à évoquer, c'est celui de Keldon Johnson. Il y a un an, je n'aurais peut-être pas dit ça, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il puisse être un 6e homme avec suffisamment d'impact dans une équipe comme les Spurs. Cependant, à 24 ans, il reste un joueur qui, je pense, possède un minimum de valeur sur le marché des trades, et son contrat à 19 millions la saison peut facilement être absorbé. Après, j'avoue que ce serait dommage de le voir partir, vu le rôle, visiblement, qu'il a dans le vestiaire ou dans la vie du groupe. Et clairement, à San Antonio, si l'on veut vraiment prôner la continuité, on continuera avec Keldon Johnson. Néanmoins, je refuse de mettre de côté le fait qu'il est déjà à la fin de son année 5, que ses progrès ne sont pas aussi fulgurants que prévu, et que sa défense, comme sa sélection de shoot, laisse encore largement à désirer. Si en échange de Keldon Johnson, les Spurs peuvent recevoir une upgrade avec plus de talent, à leur place, je n'hésiterai pas une seconde, apport ou pas dans le vestiaire ou dans la vie du groupe. Ensuite vient Tre Jones, que pourtant j'ai envie de féliciter pour la grosse saison qu'il a faite à San Antonio. À partir du moment où Zach Collins a été relégué sur le banc, l'impact sur le jeu du meneur est devenu flagrant. En s'épanouissant dans un rôle d'organisateur dont son équipe avait grandement besoin, il a apporté un petit peu d'équilibre à l'attaque texane. Sa défense n'est toujours pas folle, son shoot non plus, mais dans les deux domaines, plusieurs progrès ont été observables au cours de la saison. Il est un joueur qui connaît parfaitement son rôle, et en vrai, à partir où on lui a demandé d'être bon, Tre Jones, cette année, il a été bon. Alors pourquoi vouloir le transférer? Parce que je me demande si à 24 ans, il n'approcherait pas un peu de son plafond, qui me semble trop peu élevé pour rester titulaire dans une équipe ambitieuse en NBA. Il fera toujours du bien à n'importe quel team, Spurs y compris, en sortie de banc, mais à nouveau, si l'envoyer ailleurs permet d'avoir une vraie upgrade au poste 1, je n'hésiterai pas non plus longtemps si j'étais Brian Wright. Surtout qu'avec ça, on peut envoyer ailleurs les 17 millions de dollars de contrat de Zach Collins pour compléter un trade, en mode cap filler. On peut également ajouter les deux potentiels de seulement 20 ans, que sont Malachi Branham et Blake Wesley, pour rendre les offres encore plus sexy. Parce que ouais, il faut s'en rappeler, les Spurs ont des brouettes de pique pour les années à venir. Tous ne leur seront pas utiles, et peuvent également servir lors d'un trade. Il faut s'en rendre compte, avec tous ces tours de draft, mais aussi tous ces assets qu'on vient de citer, toute cette marge salariale et ce potentiel de draft, la franchise texane est peut-être parmi les équipes de fond de tableau celle qui se place le mieux pour imaginer un bond en avant rapide. Alors oui, on prend de la patience à San Antonio, mais on ne va pas se mentir, dans cette franchise, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour permettre à ces Spurs de quitter les bas-fonds des classements très vite. Cet été, à moins d'être par exemple chanceux sur un futur pick swap, représentera peut-être la dernière occasion des Spurs de drafter haut. Il est donc temps, je pense, d'imaginer construire quelque chose d'ambitieux. Mais avant de s'enflammer, essayons d'identifier les besoins de cette équipe, pour savoir où aller. Pour moi, là encore, ça va aller vite. On garde le trio Wemby, Sohan, Devin Vassell, et tous les autres postes, on cherche à les upgrade, avec en priorité le poste 1. Comme on l'a dit plus tôt, malgré sa saison admirable, Tre Jones a sûrement trop de limites pour assurer un rôle de starter en NBA. À sa place, dans le 5, San Antonio a besoin d'un meneur organisateur, certes, mais il faut aussi qu'il soit un minimum scoreur, shooter ou percutant offensivement. C'est donc avant tout à ce poste que je chercherai à recruter à San Antonio. Se renforcer ensuite avec un poste 3 référencé et des joueurs de banc qui pourront faire le job seront ensuite des objectifs à parcourir. Et pour se renforcer, le plus simple, quand t'as plein de thunes dispo, c'est la free agency. Puis j'ai l'impression que ok, San Antonio, c'est un petit marché, mais ça reste tout de même une franchise qui a très bonne presse auprès des principaux joueurs. Sans parler non plus de la présence de Wemby, qui en plus de ça peut fonctionner un aimant dans l'histoire d'attirer certains free agents qui pourraient avoir envie de jouer avec lui. Honnêtement, je suis sûr que s'ils veulent les dépenser leurs millions, les Spurs, ils trouveront vite du monde. Le problème, c'est que j'ai l'impression que cette classe de free agents est l'une des pires depuis pas mal d'années. Parmi les meneurs, il y a pas foule, et le seul qui me semblerait potentiellement intéressant pour les Spurs, c'est Tyus Jones, le grand frère de Tre.
En ce moment, je trouve qu'il est en train de se perdre aux Wizards, et c'est dommage, car on en parle peu, mais pour moi, il est un meneur sacrément sous-coté. Même dans le bazar de Washington, il a fait son taf, il s'est montré régulier, il a organisé le jeu comme il faut, il a fait tourner le ballon, il a été adroit, il a commis peu de déchets. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il est un expert du pick and roll qui, je pense, pourrait parfaitement cohabiter avec Wembanyama. Je n'ai clairement pas peur de dire qu'aujourd'hui, Tyus Jones est meilleur que son petit frère Trey. Puis tourner à 12 points et 7 passes avec d'énormes pourcentages, même à Washington, faut le faire quand même. Bon, Tyus n'est pas la pièce qui directement va transformer les Spurs en équipe de playoff, mais parmi les free agents au poste 1, il est celui qui, selon moi, apporterait la meilleure upgrade. Et puis réunir les deux frères sous le maillot des Spurs pourrait également avoir un côté très cool. Après, tu peux faire ça et toujours remplir le banc via la draft, mais je ne sais pas, ça ne me paraît toujours pas assez ambitieux pour les Spurs. Parmi les agents libres à la main, il n'y a finalement que peu de solutions, et je ne suis pas sûr que faire venir des Markelle Fultz, des Russell Westbrook ou des Kyle Lowry représentent des solutions plus cohérentes pour San Antonio. Par contre, si elle n'aide pas à trouver de meneur, la free agency peut aider à trouver des role players, à remplir le banc, ou encore à renforcer certains postes, comme le poste 3, qui à mon sens mérite lui aussi un step-up. Des Malik Monk, des Kyle Anderson, des Buddy Hield, des Bruce Brown Jr., des DeAnthony Melton ou des Dario Saric entre autres pourraient tous représenter des pistes intéressantes je pense, et pas trop chères en plus pour densifier le roster. Patrick Williams, Saddiq Bey ou encore Precious Achiuwa pourraient aussi représenter des profils que les Spurs pourraient courtiser cet été. Quoi qu'il en soit, pour le moment, difficile de combler le besoin au poste 1. Alors est-ce que la draft pourrait régler ce souci? Et là, clairement, parmi les prospects disponibles, le meneur qui me semble correspondre au mieux aux attentes des Spurs, c'est Nikola Topic, prévu a priori top 3, top 5 de la prochaine QV. J'aime son profil de meneur de grande taille, avec des qualités offensives déjà bien développées. Pur produit de l'école serbe, Topic est déjà un très bon playmaker, et même si la défense n'est pas forcément son fort, j'aime comment il est capable d'accéder à ses spots préférentiels pour s'offrir des points facilement. Lui non plus ne va pas permettre à San Antonio d'avoir des ambitions tout de suite, cependant son profil pour le futur pourrait tout de même me paraître bien prometteur. Cependant, encore une fois, vous l'avez compris, pour le poste 1, qui à mon sens doit être la priorité, j'ai envie d'être encore plus ambitieux. Il y a peut-être moyen de récupérer mieux que Topic ou mieux que Tyus Jones, vu tous les assets dont disposent les Spurs s'ils veulent faire un trade. Alors finalement, en fonction du pick que la loterie pourrait attribuer aux Spurs, là encore, il est possible de cibler un autre profil, et notamment cette fameuse upgrade au poste 3 dont je parle régulièrement depuis tout à l'heure. Et c'est bien là, je pense, que le français Zachary Rizaché, dont j'ai largement décrit le jeu dans un Airball Project récent, pourrait correspondre. Ok, le français n'a peut-être pas le profil de futur superstar, cependant, avec son tir de loin, sa défense, son playmaking et son QI basket, il me semble totalement être en capacité de s'intégrer dans le Spurs basketball, avec pour ambition à terme de pouvoir devenir au moins une option 3 solide en NBA. Comme quoi, que ce soit via la draft ou via la free agency, déjà des options, il en existe tout un paquet pour cette franchise de San Antonio. Cependant, vous l'avez compris, je n'ai toujours pas trouvé celle qui me convainc à 100% pour le poste de meneur de jeu. Et là, vous voyez forcément où je veux en venir. On va parler des rumeurs et évoquer Trae Young, tant le feat avec Victor semble évident. Avec Ice Trae, en effet, on parle clairement de l'un des meilleurs playmakers de toute la NBA, d'un mec qui excelle sur pick and roll et qui en plus de ça possède un tir et des qualités de scoring qui pourront largement enlever une certaine pression offensive des épaules de Wemby. En vrai, malgré les faiblesses défensives du meneur des Hawks, l'association me paraît super hypante, dans la mesure où en plus de ça, à San Antonio, de nombreux joueurs seront là pour compenser. À l'heure où je tourne cette vidéo, les Hawks sont en play-in, et personne encore ne sait ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Ils se sont fait éliminer et leur avenir est plus qu'incertain. Si à l'heure actuelle, imaginer Atlanta transférer Trae Young me semble peu probable, on sait tout de même qu'en NBA, les choses peuvent aller très vite, et que quelques coups de fil peuvent suffire à changer tout le paysage de la Grande Ligue. Ceci dit, comme je l'ai évoqué juste avant, je ne vois pas forcément un monde où Atlanta accepte de lâcher Trae Young, et encore moins si en échange il n'y a pas Devin Vassell en retour. Alors même si perso je n'hésiterais pas trop à lâcher l'arrière pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, si j'étais à San Antonio, je ne sais pas si le management des Spurs est vraiment enclin à faire ça, dans la mesure où en plus Vassell est toujours l'un des chouchous de Pop. Voilà pourquoi j'ai imaginé une option 2 derrière Trae Young, et là j'ai pensé à Darius Garland des Cavaliers. Même si à ce jour Cleveland s'apprête à disputer son premier tour face au Magic, pas mal d'incertitudes règnent au-dessus de cette équipe de l'Ohio, avec un Donovan Mitchell qui pourrait avoir des envies d'ailleurs, une cohésion qui en interne n'a pas toujours l'air au top, et donc des pages qui pourraient être tournées rapidement cet été en cas d'élimination prématurée en post-season. Dans une telle situation, je me dis que les Spurs pourraient être très bien inspirés à l'idée de faire leur marché du côté de Cleveland. Et ok, tout le monde parle de Young, mais je trouve qu'en termes de scoring et de playmaking, l'arrivée de Darius Garland pourrait également être phénoménale pour combler les différents besoins des Spurs. Alors qu'il n'a que 24 ans et que son association avec Spida dans l'Ohio soulève de plus en plus de doutes, un transfert vers San Antonio, où il obtiendrait plus de responsabilités, pourrait donner un nouveau coup de boost à la carrière du meneur. Maintenant, encore une fois, s'ils mettent Garland sur le marché, les Cavs pourraient être gourmands, et eux aussi pourraient tenter de faire un push pour en retour essayer d'obtenir Devin Vassell. Si à nouveau je ne serais pas tout à fait contre l'idée de le transférer pour faire venir un joueur de la trempe de Garland, les Spurs, je me dis, ont quand même finalement peut-être suffisamment d'assets dans leur sac à dos pour proposer à Cleveland une offre alléchante qui n'inclurait pas Vassell. En tout cas, ce que j'ai essayé de vous montrer jusque-là, c'est que les Spurs, entre la draft, les transferts et la free agency, vont avoir tout un tas de possibilités pour entourer Victor du mieux possible. Sauf que toutes ces options ne se valent pas, et que maintenant que cet éventail a été présenté, il va falloir faire les bons choix. Du coup, je vais vous présenter les
l'effectif des Spurs dont je rêve pour la saison prochaine et qui dans une certaine mesure me semble au moins un petit peu réaliste à construire. L'idée n'est pas de parier sur le fait que les Spurs ressembleront à ça en octobre prochain, mais plutôt de vous donner un exemple de ce qu'il est possible de faire dans cette franchise texane. Alors à la main, j'irai chercher Darius Garland, vous l'avez compris, c'est l'une de mes pistes préférées. Trae Young pourrait peut-être mieux convenir, mais je pense que sur le marché il sera plus cher. Pour l'obtenir, j'enverrai aux Cavs Keldon Johnson, qui peut apporter du scoring, Zach Collins, qui vient compléter les salaires, Malachi Branham, qui du haut de ses 20 ans apportera de la jeunesse et du potentiel à la main, ainsi que 2 premiers futurs tours de draft. Pourquoi pas celui des Hawks en 2025 et un pick de 2027 par exemple. Des protections ou des swaps peuvent aussi s'ajouter à ce deal pour l'équilibrer. Maintenant, à ce jour, on ne sait pas si réellement Cleveland voudra tourner une page la saison prochaine, mais pas mal d'éléments à l'heure actuelle me laissent penser que ça pourrait être le cas. Tous ces assets en échange de Garland pour ensuite essayer de repartir sur autre chose, ça pourrait finalement être assez intéressant pour les Cavaliers. Je serai Cleveland, je ne sais pas, mais je serai les Spurs en tout cas, je suis certain que je tenterai le coup. Ensuite, au poste 2, vous l'avez compris, au moins pour cette saison, je garderai Devin Vassell, alors que Jeremy Sohan et Victor Wembanyama occuperaient eux les postes 4 et 5. Il resterait ensuite au minimum un pick de draft en 2024 bien placé et 25 millions de cap pour compenser le départ de Keldon au poste 3 et renforcer le banc, ça devrait le faire. Et là, let's go, je me suis dit, vu qu'à l'heure actuelle, il est encore impossible de prévoir quel pick auront les Spurs pour la future draft, autant imaginer le scénario idéal selon moi. Et si le pick est un top 2 ou un top 3, il y a clairement moyen d'obtenir Zachary Rizaché, je pense, et j'en parlais plus tôt, son profil à mon sens pourrait tout à fait convenir. Maintenant, si le français n'est plus dispo, d'autres joueurs comme Matas Buzelis, Cody Williams, Ron Holland ou encore Tidjane Salahin pourraient eux aussi ressembler à des pistes intéressantes pour combler ce poste 3. Et ce qui est cool, c'est que derrière ça, il resterait 25 millions aux Spurs pour remplir le banc, un sacré luxe. Du coup, dans un scénario parfait, voilà le roster que j'imaginerais. Le 5 de départ que je vous ai présenté, plus un banc, que je vais vous montrer à partir de maintenant. Trey Jones, toujours sous contrat, resterait à la main, et je pense qu'au vu des choses intéressantes qu'il a montrées en fin de saison, Sandro Mamukelashvili peut se voir offrir une prolongation de contrat pour pas cher, pour venir densifier la rotation intérieure. Déjà, on a 2 éléments sur le banc, sans rien dépenser, ou presque. Alors avec la grosse vingtaine de millions qu'il me resterait, plus les exceptions, j'irai chercher des roleplayers référencés à la free agency. Ici, mes pistes privilégiées seraient DeAnthony Melton pour le poste 2 qui peut apporter du shoot, de la création et de la défense, Bruce Brown Jr. au poste 3 qui peut apporter sa polyvalence et son leadership de vétéran, ainsi que Dario Saric dans la raquette qui, on l'a vu cette saison à Golden State, peut toujours rendre de fiers services. Je pense que pour une vingtaine de millions, plus les exceptions, San Antonio a tout à fait les arguments financiers pour pouvoir attirer ce type de joueurs. Si en plus de ça, eux sont intéressés par l'idée de participer au projet Wemby, les choses pourraient être d'autant plus facilitées. Au final, tout ça, ça nous donnerait un roster qui me semblerait vraiment intéressant. Il y aurait une valeur sûre à la main, toujours beaucoup de jeunesse dans le 5 de départ, un vrai potentiel de développement, un certain équilibre, une complémentarité qui me semble intéressante et pas mal d'espoir. Le banc serait lui rempli de roleplayers plus expérimentés qui, j'en suis sûr, sauront trouver un rôle sous Pop. Notons également que nous ne sommes pas à l'abri d'imaginer Sidi Sissoko ou Blake Wesley suivre une belle trajectoire de développement, et je me dis qu'avec un tel roster, Pop pourrait avoir suffisamment de matos pour atteindre à minima l'objectif que j'avais évoqué en début de vidéo, c'est-à-dire lutter dans la course au play-in jusqu'au bout de la saison 2024-2025. Ça, ce serait une étape sacrément belle de franchie déjà, je me dis, en saison 2 pour Victor. Surtout qu'au vu de tout le capital de draft qu'il resterait aux Spurs pour les futures années, mais aussi l'âge des cadres, le futur resterait radieux pour cette franchise texane. Maintenant, pour conclure quand même et pour compléter, j'aimerais préciser que là tout de même, on est dans du pur fantasme, qui sort tout droit de mon imagination. Le job de GM est bien plus difficile à pratiquer que ce que je viens de le faire en listant seulement des noms sur un papier. Et puis ce qui est sûr aussi à côté de ça, c'est qu'on a beau prévoir les choses ne se passent jamais comme prévu. Le futur apporte toujours son lot d'incertitudes. Ceci dit, ce qui est sûr aussi, c'est qu'avec Wemby, les Spurs disposent de l'un des plus gros talents que la ligue n'ait jamais vu à peine 20 ans. Cette saison, nous avons peut-être vu la pire version de Victor qu'il nous sera donné de voir vu les progrès qui l'attendent. En parallèle, les Spurs, eux, disposent de tout plein d'assets pour l'entourer au mieux, et lui montrer que oui, à San Antonio, même si on prône la patience, on pense aussi à être compétitif rapidement. C'est primordial selon moi. Alors même si je le sais, le roster des Spurs n'a aucune chance de ressembler à celui que je vous ai présenté en octobre prochain, il me semblait tout de même très intéressant de vous présenter leurs possibilités et ce qu'ils pouvaient faire pour cet été. En tout cas, perso, j'ai adoré faire ce format, et si ça vous a plu, vous aussi, et que vous avez d'autres franchises que vous voulez que je traite de la même façon, je pense aux Warriors par exemple, dites-le moi dans les commentaires. J'attends vos retours avec impatience pour voir si par la suite, on continue cette série ou non. Mettez-moi un maximum de pouces bleus si vous voulez me prouver que vous avez kiffé.